On croise les doigts, tout à fait. Bonjour. Alors ça va, vous Ça faisait quelque chose et j'ai eu Michel Peur. On a fait du ski ensemble, on était en Italie. Il me disait quelque chose, j'ai envoyé la photo, Michel dit ah vas-y. Je dis mais toi j'avais un doute. Il me dit ben, tu leur donnes le bonjour, tu leur donnes le bonjour. Ouais non, ouais, pas de problème. Oh yeah, back door, yes. Yeah. Je sais pas si c'est pour le guide. Je sais pas. Morning. Bonjour. Bonjour. Ouais, parce que c'est une bus qui a exactement 50 places, donc ça veut dire qu'il faudra partager les sièges. On est 50 000. 50 000. Ah ouais, sinon il fallait un deuxième bus. Ah bah il va nous compter. Allez, je vous laisse. D'accord. Ah bah t'es là. Oui, ce matin. Oui, bien sûr. Il y aura de la place sur la tête dans des petits coffres. Bonjour monsieur. We go first to this church, right? First, Waterfall. no, No? Lardal-Seri. We stop in this small town. Yes, Lardal-Seri. So when exit the tunnel, turn left, and there's a small village. Okay. So we are the second bus, not the first one. Yeah, bus number 2. Yes. Okay, sorry. No problem. So I have to change the. Moi j'ai essayé de l'appeler. Oui, il m'a fait enlever le mode avion. Oui. That doesn't work. Oui, il m'a fait What? du bien. Oh yeah, yes. Wait. No. Alors, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous aimez bien parce qu'il va falloir partager les sièges. On a exactement 50 places. Hein? Voilà. Ça veut dire un siège par personne. Gardez pas un siège vide à côté de vous avec un sac à dos ou une veste. Parce qu'on a exactement 50 places pour 50 personnes. 21 degrees, it's okay for them, or should I go down? Let them down. Down, okay. Yes. Like what, 20 or 19? Yeah, 20 I think is okay. Okay. Faut que tu le dises. Parce que là, il compte. Ah oui? Parce que si on l'attend, on risque d'attendre longtemps là. Moi j'ai fait, on n'a pas fait grand chose. Moi, c'était des gauches. J'ai fait le week-end non. Oui, c'est pas, faut pas dire que.
I hang the jacket there because Yes. you know. Yeah, no problem. Normally I put it like this, but Ah, okay, yeah, you can do it. It's up to you. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry, je vais être votre guide pour la journée. Thierry, nom français, donc français, facile. Hein. Voilà, je vis en Norvège depuis, ça va faire 9 ans maintenant. Ça fait plus de 9 ans en fait. Et je suis guide quasiment depuis que je suis arrivé. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Si vous êtes curieux et gentil, hein, évidemment. Si vous n'êtes pas sympa, je vous raconte pas grand chose. Hein. Donc on est parti pour une... Oui. Oui, mais Michel m'a dit... Ah, ils sont là, ils vont venir. Ah, il y en a 2 qui arrivent en plus. D'accord. Ah ah. Bon. Qui savent où on est? Les personnes? Ok. On va attendre 2 minutes de plus. C'est vraiment parce que vous êtes sympa, hein, parce que normalement on s'en va. Hein, alors. Bon, ok, Bon, quoi qu'il en soit, le programme de la journée, c'est de partir un peu dans l'arrière-pays, j'ai envie de vous dire. Parce que vous êtes arrivé par le fjord avec le bateau, vous avez vu la mer. Nous, on va voir un peu l'arrière-pays, on va voir la campagne, on va voir les cascades, les rivières, un peu de montagne, petite station de ski. Ah, il y en a 2 qui arrivent. Alors. Vous êtes sûr que c'est eux? Non, c'est pas eux. Ah, vous ne connaissez même pas, c'est terrible. Vous savez à quoi ils ressemblent, les personnes? Vous voulez venir avec moi? Avec la pancarte? Comme ça on va les chercher? C'est pas excessivement grand, mais c'est vrai qu'on peut se perdre un petit peu, effectivement, on l'a vu ce matin. Allez, je reviens avec vous, on va aller chercher les 2 derniers. On s'est pas perdu, on n'avait pas les instructions. Non, mais c'est compliqué parce que c'est pas grand, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde et d'un coup ça s'éparpille. C'est ouais. ok. Tout île. Sorry, tout le monde. Tout île. Bah, apparemment, elle va J'arrivais pas à voir ce matin la préparation de pyjama. déjà, j'aime pas. Oui, oui. Donc, ça a posé pour les GEPS, pareil, je ne sais pas où c'était la guerre, ils avaient démontré la moitié de l'installation sportive. Il y a des patients avec les étudiantes, ah oui. Il y a le choc là-bas. C'est pas forcément. Ah, c'est légal. Ouais, elle a proposé de chez Richard. Parce que c'est la dernière ouais, c'est pas. Ah oui, ça me donne oui, oui.
oui, j'ai bien sûr. Le trésorier, le président, c'est secrétaire. One more missing? Two, but we can go. Oh. No, it's okay. We don't wait too much. We have no time to wait. Ok. Ok. Je recompte ou pas? Oui. Il y a personne qui est monté dans le bus là? Non. Eh ben allons-y. Il manque du monde, non? Ah, deux. Ah oui, mais on a déjà eu 2 millions. Allez, on va partir. Dans le bus, en Norvège, c'est obligatoire de mettre sa ceinture. Okay, so we can. We go 44. Yes. Bon, moi, ça me dérange pas d'être attaché. Alors voilà. Remind me your name again. Slavomir. Slavomir. Alors notre chauffeur aujourd'hui s'appelle Slavomir. Slavomir. Il est polonais. Et voilà pour notre journée. Donc bienvenue à Flåm. Alors je dis pas flamme. Hein, on dit pas flamme. Pourquoi on dit pas flamme? Parce que vous avez vu, il y a un petit rond sur le A. C'est un accent là, c'est une lettre différente, c'est un O. Donc c'est Flåm. On a 3 lettres différentes dans l'alphabet norvégien par rapport à l'alphabet français. On a ce A qui est un O, on a le O barré qui est un E, et on a le AE ensemble qui est un genre de E accent grave ou A accent grave, un genre de E. Ouais, un truc un peu moche. Donc on part de Flåm et on va à Lærdal. Parce qu'il y a ce AE dans le mot, vous le verrez. Hein. Donc Flåm, c'est un joli petit village qui a quand même pas mal changé dans son histoire parce que le tourisme quoi. Hein. Ça a commencé comme beaucoup de ces petites villages le long de la côte intérieure de Norvège. Je dis intérieure parce que finalement un fjord c'est une mer intérieure, on en reparlera.
Et donc les gens ils vivaient le long de la côte parce qu'on pouvait pêcher et ils cherchaient quand même des terres sur lesquelles ils pouvaient cultiver, hein, parce qu'on est quand même dans des latitudes où malheureusement il n'y a pas beaucoup de possibilités d'agriculture, de culture, donc on vivait là où on pouvait. Et en fait ici ça s'est très développé à partir de la moitié du 19e siècle quand on a eu les premiers bateaux à vapeur. Donc les gens qui étaient aisés à l'époque, hein, principalement des Anglais et des Allemands, ils venaient rendre visite aux Norvégiens dans les fjords pour ces beautés de paysages. Vous avez vu comme c'est beau, hein, déjà. Vous êtes arrivé d'où avant Flåm? Vous étiez le Bergen peut-être ou Copenhague. Vous êtes arrivé directement du Danemark à Flåm, d'accord. Vous avez quand même d'autres ports en Norvège après Flåm ou pas? Vous avez Bergen, ah Bergen, c'est là où je vis, hein. Vous allez voir la plus belle ville du monde, hein. Je suis pas du tout biaisé comme personnage, hein. Vous allez voir ça. Donc oui, les fjords, les gens venaient comme ça pour prendre la nature, mais surtout pour venir faire un sport à l'époque qui était la pêche à la pêche à la mouche. Hein, on venait pêcher comme ça, alors c'était on appelait ça les nobles du saumon. C'est un peu étrange comme nom, mais c'est parce que voilà, ils avaient des grandes fortunes anglaises ou allemandes qui venaient ici avec leur bateau de croisière. Ils étaient bien habillés, vous les imaginez en costume, voilà, et ils venaient pêcher dans ces rivières où à l'époque, ben, seulement on venait pêcher pour subvenir à nos besoins et pas pour faire du sport ou d'activité de plaisir. Et donc ça a commencé comme ça, les premiers touristes sont venus comme ça, et puis un petit peu plus tard on a eu cet élan national romantique en Norvège qui a vraiment mis au devant de la scène, on va dire, la beauté du paysage norvégien pour essayer de se donner une identité différente de celle des Danois et des Suédois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a longtemps été sous domination étrangère en Norvège, et donc c'était bien de se distinguer des autres. Donc les paysages ont été d'abord utilisés entre guillemets par les étrangers qui venaient ici, et puis les Norvégiens se sont rendus compte par eux-mêmes que finalement la Norvège elle est très belle. C'est ce qui est marrant parce que avant ce mouvement romantique national, hein, qui est arrivé à la moitié du 19e siècle, à peu près en même temps que ces bateaux à croisière justement vapeur, pour les Norvégiens la nature elle était hostile, elle était terrible. C'était dur, c'était pas quelque chose de positif. Et puis ensuite on a eu ce mouvement romantique, et puis alors là tout a été idéalisé par la peinture, par la musique, par les façons de vivre. On a trouvé ça très très beau, même si effectivement quand on vit ici à l'année, parfois ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui Flåm, beaucoup, j'insiste sur beaucoup de monde qui vient visiter cet endroit là parce que c'est quand même la Norvège en miniature. On a les fjords, on a les montagnes. On a pas mal d'activités à faire par bateau électrique. Vous avez pu voir peut-être ce matin certains qui partaient sur un petit ferry électrique. Et on a le train aussi. Et le train, il a été créé pour monter dans la montagne, qui nous surplombe dans la vallée vers la droite, et qui rejoint la ligne nationale, la ligne de Bergen. En fait, elle fait Bergen-Oslo. Et donc, voilà, pas mal de gens viennent ici, d'autant qu'aujourd'hui, on a le port de Flåm qui est aux normes internationales pour avoir des bateaux de croisière comme le vôtre. Donc beaucoup de monde qui viennent à Flåm. Flåm en soi doit y avoir 400 habitants. Et imaginez combien vous êtes sur le bateau là. 4000 peut-être? Ouais, à peu près ça là. Donc vous imaginez, hein, vous êtes 10 fois plus sur le bateau qu'il y a des gens qui vivent là. Donc forcément, il y a des gens qui sont très contents du tourisme dans le village, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout contents. Mais ça c'est comme ça. Donc on profite de ces paysages tant qu'on peut, puisque un jour ou l'autre, le gouvernement norvégien il va réglementer le nombre de bateaux qui viennent, quel type de bateau, le nombre de personnes, etc. C'est déjà en discussion sur pas mal de ports, c'est déjà en discussion dans certains fjords qui sont certains interdits aux bateaux qui font de la fumée. On veut des bateaux hybrides, on veut préserver la nature. Voilà, la Norvège, elle aime maintenant ses paysages, elle aime son identité par sa nature, donc on veut préserver au maximum tout ça en étant un des pays les plus écolos au monde.
Donc si votre bateau de croisière il arrive ici, c'est qu'il y a suffisamment de fond. Hein. On dit qu'il y a autant de profondeur qu'on voit de hauteur sur les montagnes autour de nous. Et un tout petit peu plus loin dans le fjord, là, au croisement, vous n'avez peut-être pas fait attention parce que c'était tôt, il y a un bras de fjord qui partait sur la droite et qui est cette croisière électrique que les gens font là, sur bateau électrique. Juste à ce croisement-là, ça fait 1300 mètres de profondeur. Hein. Ouais, donc on voit un des bras du fjord qui s'appelle Sogn. C'est le plus grand fjord de Norvège. Il fait un petit peu plus de 200 km de long. C'est le deuxième plus grand du monde, après un qui se trouve au Groenland, mais il est encore couvert de glaciers en partie, donc il n'est pas complètement ouvert comme celui-ci. Et alors celui-ci, il est considéré comme le roi des fjords. Parce qu'il est très vertical, il est très minéral, il est un peu plus dur, entre guillemets, au niveau de sa physionomie, alors que pas très loin de Bergen, on a le Hardanger, qui lui est considéré comme la reine des fjords. Parce qu'il est beaucoup plus vallonné, plus doux, plus vert. Et ils ont vraiment chacun leur particularité. On aime dire que on a environ 1700 fjords en Norvège, vous imaginez? Et alors qu'est-ce que c'est un fjord? Eh bien, un fjord, ça a été creusé par la glace à l'époque de l'ère glaciaire. Tout était couvert de glace en Norvège et en Scandinavie en général. On dit 3 km de glace, ça fait beaucoup de poids, ça creuse, ça polie. Et quand l'ère glaciaire s'est terminée, eh bien, la glace a fondu, la planète s'est réchauffée, la glace a fondu. Les vallées creusées par ces glaciers se sont remplies par l'eau de mer. Et c'est ce que l'on trouve aujourd'hui, c'est pour ça qu'on aime bien dire que ce sont des mers intérieures. Et la terre autour s'est surélevée. Et elle continue de se surélever chaque année, quelques millimètres par-ci par-là, parce que le poids de la glace était tel que maintenant qu'il n'y est plus, la terre peut grandir entre guillemets. Et on voit quand même, si on fait preuve d'un petit peu d'imagination, que toutes ces montagnes autour de nous sont quand même assez polies par les glaciers de l'époque. Certains endroits on le voit un peu plus que d'autres, parce que certains endroits, il y avait encore des glaciers il n'y a pas très longtemps, donc ça se voit un petit peu plus. Alors là on passe le petit village d'Aurland, qui est le chef-lieu en fait de ce fjord. D'ailleurs, le bras de fjord qui se trouve ici s'appelle le Aurlandsfjord. Alors on dit fjord en norvégien, on ne dit pas fjord. Il faut partir du principe qu'en fait les Norvégiens parlent un peu comme ils veulent. Hein. Ils ont leur dialecte, il y en a un paquet. Il y a autant de dialectes qu'on a de vallées en Norvège. Donc des fois c'est compliqué à se comprendre. Mais on part du principe qu'on dit fjord, le O on va le prononcer plutôt comme un OU. Et le D c'est un peu la lettre interdite. Allez savoir pourquoi, on ne prononce pas vraiment le D. Donc Aurlandsfjord, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On quitte la vallée et on va sous la montagne d'Aurland et on va prendre le plus long tunnel du monde. Allez, prenez votre respiration, ça dure seulement 20 minutes. Voilà, plus long tunnel du monde, ça a été construit, ça a été délivré plutôt dans les années 2000. Ça a pris 50 ans pour creuser, il fait 24,5 km de long. Et alors la particularité, c'est qu'il n'est pas construit de manière rectiligne, parce que l'idée c'est de faire en sorte que les gens ne s'endorment pas au volant quand même. Hein. Donc on a une espèce de tout petit virage, que vous voyez il n'est pas complètement droit pour qu'on reste quand même vigilant, et il y a 3 zones de pluie de lumière. Alors vous verrez ça. On a de la lumière dans le tunnel pour, encore une fois, garder notre attention, se dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah oui, voilà, et on passe, c'est plus de lumière. Voilà.
routier. On a un tunnel de train en Suisse, le Gotthard, qui est un peu plus long, mais c'est pour les trains. Et là, on est en train de construire un autre tunnel qui est sous-marin en Norvège et qui va faire 27 km, donc il sera encore plus long. Et lui, il va être creusé à plus de 300 mètres de profondeur pour circuler dans l'ouest norvégien. Parce que là, vous voyez un petit aperçu quand vous êtes arrivé par bateau, hein, c'est très découpé le relief, il y a beaucoup d'entrées maritimes, il y a beaucoup de montagnes, un peu compliqué de circuler. À l'époque, on circulait par la mer. Hein. Aujourd'hui, on prend la route et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des chemins pour les camions, la poste, les livraisons, etc. Donc on construit et ce nouveau tunnel qui va être livré en théorie en 2033, eh bien, il permettra de gagner 11 heures de route, de sauver, d'économiser 11 heures de route, parce que quand on roule à l'ouest, eh bien, on arrive à un moment donné sur un quai et on attend le ferry. Et on monte dans le ferry, et ensuite le ferry va peut-être prendre 5 minutes, parfois 20, ça dépend de la longueur du bras de mer. Et comme ça, on en prend plusieurs pour arriver par exemple de Stavanger à Bergen. Ça va prendre dans les 5 heures, alors que c'est sûr que si on roulait d'une traite, ça en prendrait peut-être 3. Donc voilà, on va dans ce nouveau tunnel qui est encore une fois une révolution pour la Norvège. Parce qu'on essaie comme ça d'améliorer les infrastructures. Originellement, pour aller à Lardal, là où on va, et bien on passait au-dessus, par la montagne. Et donc il y a une petite route qui monte, qui est en fait maintenant, enfin qui est depuis toujours en fait, fermée l'hiver. C'est une route de montagne. C'est pas forcément très haut, hein, et on n'a pas besoin d'être très haut en altitude en Norvège pour avoir déjà des conditions arctiques, avec la toundra, avec beaucoup de neige, etc. Et donc quand ils vont rouvrir les routes au printemps, alors en général c'est plutôt mi-mai, début juin. Cette année on les a ouverts encore plus tôt parce qu'on a pas eu beaucoup de neige, on a un hiver assez doux. Et ben, on peut se retrouver avec des murs de neige de haut de 5-6 mètres. Et les camions ou les tracteurs chasse-neige là, ils vont projeter la neige, ils vont faire des passages. On sait où est la route, hein, évidemment. Ils ont des GPS, ils ont des marqueurs avec des longs petits jambes de bois qu'on met dans la route pour retrouver la route. Et on va réouvrir comme ça. Et donc effectivement, à l'époque, les gens qui vivaient à Ørland, à Flå, à Undredal, tout ce coin du fjord, ils étaient complètement isolés là. Le seul moyen pour avoir une connexion avec le reste du monde, c'était par bateau. Et cette route, elle a permis de circuler toute l'année. Attention, vous regardez le côté droit, vous voyez des panneaux avec qui annoncent le nombre de kilomètres qu'on a effectué et qu'il reste à faire. Donc là, on a encore 19 km, on en a fait 6. Et là, on va voir notre premier puits de bière. Voilà, comme ça, pour dire à tous vos amis, on a vu les aurores boréales. Bon, c'est pas des vrais, hein, mais ça ressemble un petit peu à ça, si on s'imagine quoi.
ça a coûté beaucoup d'argent. Et la Norvège, en fait, elle peut se le permettre aujourd'hui parce que à la fin des années 60, on a découvert du pétrole. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Vous savez peut-être qu'on est un des plus gros fournisseurs d'Europe en ce qui concerne. Alors maintenant, c'est plus le gaz que le pétrole. À l'époque, on le brûlait le gaz. Aujourd'hui, ben, on l'exporte aussi. Et tout ça, ça a permis d'avoir des rentrées d'argent pour le pays assez conséquentes. Alors qu'avant, la Norvège, c'était quand même pas un des pays les plus riches du monde, voire plutôt un pays assez pauvre, longtemps sous domination étrangère. Donc ça a commencé avec le Danemark, puis ensuite on était en union avec la Suède, et on était un petit peu spolié, entre guillemets, surtout par le Danemark, parce que pendant plus de 400 ans, ils avaient la main mise sur le pays. On avait beaucoup de taxes décrété par les Danois. On avait aussi les Danois, comme toute la Scandinavie au Moyen-Âge, ils faisaient beaucoup de guerres, donc il fallait après payer les dettes de guerre quand c'était des guerres perdues. Donc la Norvège, elle avait un fardeau de dettes à payer qui concernait pourtant le Danemark, et la situation s'est quand même vraiment améliorée, voilà, à partir de la fin des années 60. On savait qu'il y avait du pétrole en mer parce qu'il y en avait déjà qui était extrait par les Anglais et les Écossais en mer du Nord. Donc on se doutait bien qu'il y avait quelque chose du côté de la mer, côté danois, la mer du Nord, mais côté norvégien. Et donc on a missionné comme ça des étrangers. Alors c'était les Américains principalement, puisqu'ils avaient le savoir-faire avec le golfe du Mexique, entre autres. Et ils sont venus faire de la recherche sous-marine, de faire percées pour chercher des puits de pétrole. Il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été infructueuses. Et la toute dernière, qui était le 23 décembre 1969, là ils ont officiellement trouvé une poche qui était suffisante pour être exploitée, qui s'appelle Ekofisk. Et donc imaginez, hein, c'était un jour avant Noël, en 1969. La Norvège devient un pays pétrolier. Et alors, ils ont été suffisamment intelligents pour faire en sorte que, dans les années 90, alors d'abord, tout l'argent du pétrole a été réinvesti dans cette industrie, hein, pour se donner les moyens pour prélever, pour réussir à ponctionner ce trésor et le vendre avec de meilleures installations, en formant les gens, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, hein. C'était pas du tout un pays qui savait faire. Il y a des accidents terribles. Et les moyens sont venus. Et dans les années 90, en 1991, ils ont créé ce fonds, alors c'est pas un fonds de pension, mais on peut l'appeler un peu comme ça, pour les Norvégiens, le fonds des Norvégiens qui est placé en bourse, mais pas que. Donc ils ont des actions, alors on dit qu'ils possèdent 2% des actions de toutes les plus grosses sociétés au monde, c'est incroyable. Ils possèdent aussi des obligations, donc d'État. Et ils ont de l'immobilier dans plein de grandes villes importantes. Donc il y a de l'immobilier à Paris par exemple, alors je ne sais plus exactement quel boulevard ou quel avenue c'est. Il y a aussi en Angleterre, à Londres, à New York, à Times Square, ce genre de choses. Donc il y a aussi de l'immobilier. Et donc cet argent, finalement, il ne dort pas et il rapporte beaucoup, encore plus, parce qu'il travaille, l'argent travaille. Et aujourd'hui, on a dépassé les 2000 milliards de couronnes de capital dans ce fonds. Donc ça doit faire dans les 185 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup d'argent. On dit que si on donnait cet argent aux Norvégiens, chacun aurait, il me semble, l'équivalent de 300 000 euros. Alors on ne les donne pas parce que cet argent il sert à financer le budget de l'État, en partie 3 à 4% des intérêts produits du capital qui sont utilisés par le gouvernement pour ce budget. Et donc avec ça on a pu développer le pays dans certaines choses, donc l'infrastructure bien sûr. Alors
créer de nouvelles routes, des nouveaux ponts, des nouveaux tunnels, des projets incroyables, hein, comme ce tunnel dont j'ai parlé, mais il y a aussi un tunnel pour les bateaux, pour les paquebots, les tankers et autres, qui a été validé par le Parlement, donc ça a été voté, c'est bon. Il y a le fond. Maintenant ils sont encore dans les recherches pour savoir comment faire ça au mieux, faire des analyses pour le fond marin, l'écosystème, des fjords qui vont se retrouver connectés du coup par le tunnel, ce genre de choses. Et ça permettra aux bateaux d'éviter le cap ouest, qui est un endroit où la mer elle peut être assez dangereuse. Déjà à l'époque des Vikings on racontait quand ils partaient le long de la côte, des fois ils étaient obligés de s'arrêter dans un petit village à côté de Stade parce qu'on ne pouvait pas passer à cause de trop de mer, trop de tempêtes et autres. Donc on va faire un tunnel à bateau. Donc voilà, on utilise cet argent pour les infrastructures, mais aussi pour avoir développé les écoles et plein d'autres choses, les hôpitaux et autres. Pour autant, les Norvégiens ne sont pas forcément très contents parce que le fonds il est censé être utilisé pour le futur. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire le futur, c'est demain, c'est dans 10 ans, c'est en fait jamais, on ne sait pas. Parce qu'en vrai, comme dans n'importe quel pays, on a des fermetures de lits d'hôpitaux, on a des fermetures d'écoles, ce genre de choses, donc les Norvégiens ne sont pas très contents qu'on n'aide pas un petit peu plus les communautés norvégiennes qui en ont besoin. Parce qu'en parallèle de ça, on est comme aussi très taxé en Norvège. C'est un peu le même système en vrai qu'en France, c'est l'État-providence. Donc on a beaucoup de taxes. C'est pas mal hein, avoir un peu de lumière là. Et donc là, en l'occurrence pour le tunnel, ou les nouvelles infrastructures, une partie elle est payée par l'argent du pétrole, et une autre partie qui est payée par les comment on appelle ça, les péages. Alors on n'en a pas vu, mais il y en avait dans le tunnel. Parce que les péages, en fait ici, c'est pas une barrière, on s'arrête, on paye, on passe. En fait, il y a une caméra, il regarde et on est prélevé directement avec un petit boîtier électronique collé à la vitre du bus ou des voitures, les péages quoi. Et donc on a comme ça, voilà, des péages. Ils sont au bout d'un moment, ils les enlèvent. Ils sont sympas en Norvège, ils les enlèvent quand c'est remboursé. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de péages sur la route, principalement, mais aussi des péages pour nous embêter. C'est-à-dire pour empêcher les gens de venir en voiture dans les villes, parce qu'on veut qu'on utilise les transports en commun. Donc voilà l'idée. Donc il n'y a pas qu'en France qu'on fait la vie impossible aux automobilistes dans les grandes villes. Ici aussi on essaie de nous limiter en voiture. Alors on est dans une nouvelle vallée, la vallée de l'Ardal. Alors ici, ça a beaucoup souffert de la peste noire au XIVe siècle. Donc elle est arrivée, la légende dit qu'elle est arrivée par bateau d'Angleterre au port de Bergen. En vrai, il y avait aussi des gens affectés par la peste à Oslo, donc l'autre côté du pays. Bon, enfin, c'est arrivé d'Europe et ça a ravagé le pays. Estimé 65% des Norvégiens en sont morts en 1349, dont beaucoup aussi de personnes importantes comme le roi, la reine de l'époque ont aussi en souffert en son nom. Et donc ici, il y a beaucoup de ces fermes qui ont été abandonnées. Et ça a pris presque 200 ans pour que les gens reviennent s'installer parce qu'il y avait très peu de monde. Donc voilà, maintenant c'est une zone d'agriculture. Alors on peut voir ces tracteurs, on peut voir des panneaux sur le côté là, il est marqué poteter, grønnsaker, ça veut dire pommes de terre et légumes à la vente dans 200 mètres. On s'arrête, on rentre à la ferme, on va directement acheter chez les gens. Là vous voyez, là il est marqué poteter, les pommes de terre. On va s'arrêter ici, ils ont les pommes de terre amandes ici. Donc on produit ça. Et on produit aussi l'été, au mois de juillet, les fameuses fraises de l'Ardal, qui sont très bonnes, qui sont grosses et qui sont chères. Parce que tout est cher en Norvège. Je ne sais pas si vous êtes déjà entendu parler de ça, mais vous n'avez pas encore eu le temps vraiment de descendre en Norvège. Vous verrez peut-être ça à Bergen. C'est un pays qui est cher.
En tout cas, voilà, on peut trouver ça ici. Il était le côté positif marrant, c'est qu'on roule comme ça le long de la route norvégienne, on passe par une petite ferme, et puis il y a marqué sur un panneau vente de fraises, vente de prunes, vente des fruits qu'on fait, hein, ou les baies qu'on fait. Et on s'arrête, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite cabane organisée là, avec une table qui est posée là comme ça. Sur la table, il y a des paniers avec les fraises, par exemple. Et à côté de ça, il y a marqué le prix. Et à côté de ça, il y a marqué le numéro de téléphone du fermier. Et bien, on le paye par téléphone. Voilà, nous, en Norvège, on fait ça. C'est une société qui est encore basée sur la confiance. Donc, on voit le panier de fraises, il y a marqué un prix. On prend son téléphone. On utilise une application qui existe depuis des années ici, qui s'appelle Vipps. C'est un peu l'équivalent, il me semble qu'en France il y a quelque chose qui s'appelle Lydia. On peut payer de téléphone à téléphone. Ouais. Là on part loin, on part très loin. Ah ouais, ça c'est foutu. Si on retourne le truc, non, mais nous, il est mort. Non, mais c'est eux qui... Ah oui, il faut prendre un taxi pour venir là, c'est pas possible. Ah bon? Ils peuvent, s'ils veulent, alors directement à l'église Borgund. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut en parler, là, on va faire un arrêt dans 5 minutes. On fait un arrêt dans 5 minutes? Ouais, ouais. Ouais. Non, tu veux. Ouais, d'accord. Ah, maintenant. Maintenant. Faut pas qu'il tarde. Maintenant. Faut qu'il parte maintenant. Ouais, je te le dis, on s'arrête dans 5 minutes. Non, parce que si y a la police, on reste pas en plein là. Ouais, c'est cher le PV. Voilà, donc on s'arrête, comme je disais, on s'arrête, on prend ses fraises et autres, et on envoie au fermier le paiement par le téléphone. Et ça fonctionne comme ça, donc on voit ça le long de la route, c'est vraiment très rigolo. Ou alors l'été, on a les enfants des gens qui attendent là et qui comme ça peuvent aider aussi les touristes qui n'ont pas forcément un compte norvégien avec un téléphone norvégien, et eux ils paieront en espèces aux enfants des paysans. Mais c'est très souvent qu'on retrouve juste une table avec personne, et voilà. Alors regardez bien à gauche et à droite, on a ces petites maisons typiques de l'Erdal. Encore une fois, hein, ça a beaucoup souffert de la peste noire, donc il n'y avait pas grand monde, un peu tout un village abandonné, et puis après bon, ben, les gens sont revenus, donc on a une architecture plutôt du début 19e siècle, on va dire. Une architecture, vous avez l'église aussi à gauche, une architecture qu'on va pouvoir trouver aussi dans les films qu'on voit aux États-Unis, les films d'époque des westerns et compagnie, parce que figurez-vous qu'il y a quand même beaucoup de Norvégiens qui ont immigré aux États-Unis. On en reparlera. Donc nous on va aller faire un petit arrêt photo dans le village. On va s'arrêter dans 5 minutes. Le village, ils sont pas en point. Chez nous, il faut déjà faire. Ouais. To the right? Yeah, if you can park anywhere there. Anywhere here around, somewhere? Yeah, there on the right side after when you turn. Not here, after. Here? No, next. Little more. Little, okay. And then anywhere you can on the right side. On the right side, okay. Let's see. Voilà, nous on va aller voir la rue principale, la rue piétonne Gågaten qui se trouve sur la gauche là. On va essayer de se trouver une petite place de parking par là. Et on va faire un photostop là, on va s'arrêter 10 minutes pour que vous puissiez voir le côté typique de ce petit village.
Yes, only 10 minutes. Okay, but I think this guy is doing something. You see. It's pulling. So Voilà. maybe I drive up after him. Okay, Wait, vas-y, just, yeah. Alors attendez, ils préfèrent trouver un endroit un petit peu mieux que là parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Otherwise, in front of you. From the key, okay. Normally there is a bus stop there on the left. Yeah, I see. On the other side there's a bus stop. Okay. Or even Voilà, on va s'arrêter de l'autre côté, juste là, il y a un arrêt de bus et on va rentrer directement dans le vieux village. Vous allez voir, c'est très joli, c'est très charmant avec ces vieilles bâtisses. C'est une rue protégée, il n'y a pas grand monde qui vit là, encore un petit peu, mais plutôt les gens maintenant vivent à Hurlande. yes. Voilà, on s'arrête ici, on fait un petit arrêt type 10 minutes pour aller voir le joli village. La rue piétonne sur notre droite. 10 minutes, il est 10h30, on repart à 40. Je laisse le 5 ou pas? You know, if they need to use the toilet is just at the corner here. Yeah, but we will go to the church. Ah, okay. The church. Okay, so there is, okay. Je suis les moins raides. Oui, oui, t'as raison. Parce que les autres, ils sont raides. Oui. On a mal aux genoux, c'est pas bon. So next one is the waterfalls and then the Yeah. church. Waterfall, very short stop, and then church. Because now we're late. Ah, okay. Of course. Allez, on est. Ouais. Alors en fait, faut leur dire d'aller directement à l'église. Ça s'appelle Bord.